Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à Bonjour. tous. Nous espérons que vous êtes en forme et que vous allez bien. Ici, on va laisser le temps à tout le monde de se connecter au webinaire. Donc, on va commencer, à mon avis, vers 17h02, 17h03. Comme ça, on vous laisse le temps de vous connecter, du coup. Alors, voilà. Je vous propose du coup de commencer, comme ça on respecte le timing de ce webinaire. Donc, pour tous ceux et celles à qui je n'ai pas encore dit bienvenue, bienvenue, bonjour et bienvenue dans ce webinaire, décrocher un emploi en engineering. Nous serons deux aujourd'hui à vous présenter ce webinaire, à savoir Xavier et moi-même. Xavier, du coup, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Donc voilà, donc je suis Xavier Basilaire. Je suis senior consultant en engineering depuis bientôt 15 ans au sein du groupe Manpower et donc en l'occurrence au sein de Jefferson Wells. Et de par ma formation initiale, je suis ingénieur. Et alors, moi, je suis Élise Bernard, je suis Business Manager Engineering South, donc Wallonie et Bruxelles pour Jefferson Wells. Je mets en relation des profils engineering et des sociétés depuis maintenant 4 ans. Pour votre information, durant ce webinaire, vous avez accès à un chat pour pouvoir nous poser toutes vos questions. Nous y répondrons à la fin de celui-ci. Donc, n'hésitez pas, on a l'occasion de voir toutes vos questions et si jamais, on essaiera aussi de temps en temps d'y répondre dans le courant de celui-ci, mais il y a un temps qui est alloué à la fin. Au niveau de Jefferson Wells, on vous a remis une slide de présentation de qui nous sommes. Jefferson Wells, c'est la division spécialisée du groupe Manpower et on est spécialisé dans 4 domaines d'activité. L'engineering, life science, finance et HR. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va vous donner tous nos trucs et astuces pour réaliser le meilleur CV possible au niveau de votre profil. On va aussi vous donner les conseils appropriés sur l'utilisation de LinkedIn, comment créer votre profil, qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette plateforme. On vous parlera de l'aspect de votre candidature et des entretiens d'embauche et également des différents a priori qu'on entend sur les types de contrats. Et comme je vous disais à l'instant, il y aura l'échange de questions-réponses. Alors, nous allons aborder la première partie qui va concerner toute la partie du CV. Alors, certains d'entre vous vont dire que rédiger un CV, c'est quelque chose de simple, mais détrompez-vous, on voit passer toutes sortes de CV, et j'aurais tendance à dire de mauvais CV. Et donc, le but ici, ça va être d'aborder les différentes manières, quels sont les points qui sont importants à rédiger dans un CV pour avoir le CV le plus efficace et le plus pertinent possible. Et donc, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, et aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est que le CV n'est pas là pour vous faire décrocher un emploi. Il est là pour vous faire décrocher un entretien, ce qui est somme toute quelque chose d'assez différent. Et donc, c'est pour ça que, de manière générale, le CV devra être relativement court pour pouvoir être lu facilement. Il devra bien évidemment être précis. Il devra effectivement aussi attirer l'attention et être bien évidemment factuel et véridique. Et donc, nous allons aborder au travers des différents points les différentes manières et les éléments à mettre au sein de ce CV. Alors, de manière générale, on va dire qu'il y a trois
manières de rédiger un CV. Et sur les 3 manières, j'en conseillerais principalement 2. Donc, à savoir, au niveau de ces manières de présenter un CV, la manière la plus simple et la plus répandue, c'est le CV de manière chronologique. Ce n'est pas forcément le CV que je conseille en termes de rédaction, puisque le CV chronologique va commencer de l'expérience la plus ancienne et on va descendre vers l'expérience la plus récente, alors que lorsqu'on va lire un CV, on va lire le CV de haut en bas. Et donc, moi, je conseille en général de faire le CV de manière antichronologique, à savoir de commencer par l'expérience la plus récente et de dérouler votre CV vers l'expérience la plus ancienne. Puisque lorsqu'un recruteur va lire un CV et votre parcours, il va surtout être plus intéressé par rapport aux dernières expériences que vous avez pu avoir et que une compétence que vous avez pu acquérir il y a 15-20 ans, mais que vous n'avez pas pu développer que ça au cours de votre carrière professionnelle, n'est pas forcément l'élément à mettre en premier sur un CV. Donc, c'est pour ça que par rapport à ce premier type de contrat, ce premier type de CV, je conseillerais plutôt de partir sur un CV de manière antichronologique. L'autre manière de rédiger qui est un peu plus complexe, qui demande un peu plus de réflexion, et en général, c'est pour des personnes qui vont commencer à avoir un certain bagage professionnel et a pu balayer différents types de fonctions, c'est le CV qu'on va dire rédigé de manière fonctionnelle. C'est-à-dire que plutôt que de faire chronologique et d'aborder entreprise A de telle année à telle année avec telle fonction, puis entreprise B de telle année à telle année avec autre fonction, ainsi de suite, c'est de présenter votre CV sur base des fonctions que vous avez pu occuper dans la mesure où c'est possible de les regrouper. À savoir que si vous avez été project manager dans 2 ou 3 entreprises différentes et que ces responsabilités de project manager consistaient par exemple à gérer des hommes, gérer des plannings ou gérer un budget, donc fondamentalement un socle de compétences communes, mais mettez en avant d'abord la formation, enfin votre compétence de project manager, en dessous duquel vous allez plutôt tendance à lister les différentes sociétés et un rapide résumé des responsabilités, des compétences que vous avez pu avoir. Et une fois que ce bloc de fonctionnel au niveau des parties compétences, fonctions est fait, vous pouvez aborder une autre fonction qui vous a occupé, qui vous a apporté d'autres types de connaissances et d'autres types de compétences. Mais c'est vrai qu'en général, ce type de CV, ça va être pour des personnes qui ont déjà une expérience professionnelle assez longue. Les autres éléments qui sont aussi importants de remettre sur votre CV, et là ici, moi un petit peu au risque d'enfoncer certaines portes ouvertes, c'est bien évidemment de mettre en évidence le diplôme que vous avez pu, et en général le diplôme que vous avez validé. Autre chose intéressante aussi, c'est au niveau des langues. Alors au niveau des langues, ce qui est important aussi de mettre en avant dans la mesure du possible, c'est de mettre le niveau de langue qui est associé à votre connaissance de la langue et si possible, si certains d'entre vous ont pu bénéficier d'un test officiel qui va évaluer votre connaissance et votre compétence de langue suivant les critères A1, A2, B1, B2, C1, C2, donc A1 étant le plus faible et C2 étant le plus fort. C'est quelque chose qui est un standard d'évaluation qui est beaucoup plus précis que, entre guillemets, si vous mettez anglais courant, anglais professionnel, qui est quelque chose qui a tendance à être soumis à une forte interprétation d'une personne à l'autre. Et aussi, donc, autres éléments aussi intéressants, les certifications ou les formations complémentaires que vous avez pu faire. Je pense notamment si vous avez un VCA, si vous avez un BA4 ou un BA5, effectivement, ce sont des éléments pertinents à remettre en avant. Et au niveau des logiciels, je pense par exemple ici les logiciels comme Revit, qui est en général un logiciel qu'on doit acquérir soit lorsqu'on est en entreprise, soit par rapport à une formation privée, parce qu'en général, ce n'est pas quelque chose qui est communiqué ou qui est donné lors d'un cursus académique classique, et ne pas hésiter à remettre également ce type d'éléments en avant au niveau de votre CV. Autre point aussi, et donc j'en reviens sur ce que je disais au tout début de la présentation au niveau du CV, qui n'a pas besoin forcément d'être long, il a juste besoin d'être précis et efficace. Et donc, par rapport à ça, lorsque vous allez rédiger votre CV, surtout, mettez en avant vos connaissances techniques. On verra après dans les slides suivants quelques mots-clés qui sont importants, qui sont fortement recherchés par un recruteur ou par un responsable technique qui va faire ressortir votre CV par rapport à d'autres CV. Mais n'ayez pas peur de mettre en avant vos connaissances techniques au niveau électricité. Par exemple, est-ce qu'on est sur l'électricité tertiaire, donc plus tournée au niveau de la partie bâtiment, ou est-ce qu'on est plus sur l'électricité industrielle? Mettez ces termes en avant. Pareil, au niveau mécanique,
Est-ce qu'on est plus sur la partie conception, sur la partie 3D? Est-ce qu'on est plus sur de la maintenance? Est-ce qu'on est plus sur de la pneumatique, sur de l'hydraulique? Donc, n'ayez pas peur de mettre en avant des mots-clés bien précis en adéquation avec votre expérience ou en adéquation avec ce que vous recherchez. Et aussi également, de mettre en avant les compétences qui vont être liées à des soft skills qu'on va remettre, qu'on va comparer par rapport à de la gestion de projet, de la gestion d'équipe, du contact client ou fournisseur, etc. Tout en sachant que mettre en avant ces éléments, c'est une chose, mais il faut être également capable de les remettre in situ. Mais ça, on y reviendra plus lors d'un entretien d'embauche ou d'un échange téléphonique, mais d'être capable, si on vous pose des questions par rapport à ces compétences que vous avez mis en avant, de pouvoir les resituer dans un environnement professionnel et à quel moment vous avez fait la gestion d'équipe, à quel moment vous avez géré un projet et surtout ce que cela implique. Et donc là, ici, je ne vais pas reprendre chaque terme, mais c'est ici un exemple de mots-clés. Vous inquiétez pas, le slide vous sera envoyé, sera disponible par la suite de ce webinaire. Et donc, vous pourrez tout à fait relire les différents mots-clés. Mais ici, voici un exemple de mots-clés à mettre dans votre CV en fonction de différents dominantes techniques. Ici, si je reprends la partie automation, mais c'est vrai, ça peut paraître simple, ne pas hésiter à remettre les termes techniques, Siemens, PLC, mais également éventuellement le type de robot sur lesquels vous avez pu travailler, que ce soit du Siemens, du Rockwell, du KUKA. Si je reprends ici autre terme, autre domaine aussi important, le domaine de l'HVAC, ne pas hésiter à jongler avec différents mots-clés sur votre CV, de ne pas vous contenter uniquement du terme HVAC, mais jongler avec des mots-clés comme ventilation, chauffage, air conditionné. Comme ça, vous êtes sûr que, en fonction des mots-clés qu'un recruteur va mettre au niveau du CV dans sa recherche, votre CV va remonter par rapport à ces mots-clés qui seront présents dans votre CV. Ici, par exemple, au niveau de la partie construction, précisez éventuellement si vous êtes plutôt du côté chantier, si vous êtes plutôt du côté bureau d'études, au niveau de la stabilité, remettez en avant ces mots-clés et au niveau logiciel, j'en reviens ici sur des choses plus spécifiques comme le Revit, le Creo, SIA qui est plus pour du calcul, Abacus également, ou du SolidWorks ou du CATIA pour la modélisation 3D. Et donc, pour finir un petit peu cette partie au niveau CV, et j'en reviens sur ce que je disais un peu plus tôt, n'ayez pas peur également effectivement de mettre en avant au niveau des soft skills. Vous voyez ici sur la droite du slide, il y a le top 10 au niveau des soft skills qui sont recherchés de manière générale dans une fonction. Donc, n'ayez pas peur de remettre en avant aussi au niveau des soft skills. Et comme je vous l'ai dit, c'est bien beau de mettre une soft skill que vous avez pu acquérir, mais soyez prêts aussi à défendre la raison pour laquelle vous avez mis. Quand vous mettez par exemple ici esprit d'équipe, soyez capable de donner un exemple concret à quel moment vous avez fait preuve d'esprit d'équipe, à quel moment vous avez été dans une situation où vous avez dû faire face à des problèmes et de quelle manière vous avez résolu ce problème. Ça, c'est quelque chose qui est important à mettre. Et après aussi, d'autres points qui sont parfois peut-être moins importants, mais toujours aussi intéressants pour certaines personnes qui vont lire votre CV, c'est au niveau d'expérience annexe. Si vous avez fait un job étudiant, si vous avez pris une année sabbatique, si vous avez fait du volontariat ou si vous avez participé à des mouvements de jeunesse, après en parler. Mais là, ici encore, il ne faut pas non plus que ça prenne toute votre CV et que votre CV soit construit uniquement sur ces approches-là. Et enfin, le côté centre d'intérêt, c'est un petit peu le côté gossip que tout entraîneur aime, enfin que tout recruteur aime bien voir sur un CV. C'est également voir un petit peu vos centres d'intérêt en dehors de vos domaines de compétences. Et si ces centres d'intérêt peuvent aller dans le sens du secteur d'activité dans lequel vous pouvez aller, c'est encore un plus. Par exemple, au sein de Jefferson Wells, on travaille beaucoup dans le secteur automobile. Une personne qui, par exemple, au niveau de ses centres d'intérêt, va avoir, par exemple, qui apprécie de remonter ou de démonter une vieille Fiat 500 ou une 2 chevaux, ça va pouvoir montrer aussi un intérêt personnel par rapport à un domaine d'activité à proprement parler. Et au niveau des centres d'intérêt, mettez des centres d'intérêt véridiques. Ne mettez pas du kayak. Si la seule fois que vous avez fait du kayak, c'est lorsque vous êtes parti en vacances à Palavas-les-Flots. Mettez vraiment des centres d'intérêt qui sont pertinents et réels. Maintenant, je vais repasser la main à ma collègue. Merci Xavier. Ici, on a tenu également à vous mettre en évidence les personnes qui allaient consulter votre CV et aussi combien de temps elles allaient allouer à la lecture de celui-ci. Donc, tout d'abord, qui consulte les CV? Ce sont soit les responsables techniques, soit les recruteurs. Donc, ce que nous entendons par recruteur, donc c'est une personne qui ne fait que ça de sa journée. Donc,
soit c'est une personne qui est en agence de recrutement, soit une personne qui est en interne en entreprise. Il faut savoir que cette personne jongle parfois entre 15 et 30 jobs ouverts, reçoit par jour, consulte par jour entre 80 et 100 CV. Et vous avez aussi la personne en charge des ressources humaines. Il faut savoir que la personne en charge des ressources humaines va, oui, avoir le recrutement dans ses tâches, mais va aussi avoir d'autres tâches de type les paiements des salaires, les formations, l'onboarding. Et donc, ces personnes-là ont un temps restreint à allouer à chaque CV qu'il leur est destiné. C'est pour ça qu'ici, on vous a mis une capture d'écran de la lecture que fait un œil humain quand il reçoit effectivement un document. C'est toujours une lecture en Z, à savoir de gauche à droite et de haut en bas. Et la personne va vraiment se focaliser sur les mots-clés qu'il recherche par rapport au descriptif de fonction, d'où l'importance effectivement des mots-clés dont vous parlez, Xavier. Aussi, on vous a listé les choses à faire et à ne pas faire sur votre CV. On va commencer par les choses à ne pas faire. Éviter tout ce qui est contenu trop généraliste, trop impersonnel, où en soi, ce CV-là pourrait s'appliquer à X, Y ou Z, mais n'est absolument pas personnalisé pour vous. Surtout, continuez à être honnête. Pas besoin de mentir sur l'obtention de diplômes ou sur des fonctions que vous n'avez pas obtenues ou des compétences que vous n'avez pas. Si par exemple vous dites que vous êtes, je ne sais pas moi, ingénieur projet et que vous avez géré des personnes, mais que lors de l'entretien, la personne se rend compte qu'en fait, vous n'avez pas géré des personnes, vous avez coordonné des personnes dans un projet pour lesquels vous n'avez aucun lien hiérarchique, ce n'est pas toujours bien vu. Également, éviter la mauvaise photo de profil. Ici, moi, ça fait 4 ans que j'ai l'occasion de voir beaucoup de photos sur les CV. Et voilà, j'en ai vu de très professionnels, mais j'en ai vu aussi de type photos mal cadrées, les photos de vacances, les photos éventuellement de famille, où on voit que vous avez coupé pour être la seule personne présente sur le CV. Ou aussi ici, maintenant, avec tous les réseaux sociaux, je vois aussi certaines photos avec des filtres type Snapchat ou autre. S'il vous plaît, gardez une photo professionnelle. Souvent, la photo professionnelle, c'est une photo de face ou éventuellement de 3/4, mais avec effectivement une tenue correcte et évitez de vous mettre des filtres supplémentaires. Ça ne sert à rien. Le but de la photo, c'est d'humaniser votre CV. Il n'y a pas de discrimination qui est faite sur les photos. Par contre, dans les choses à faire, vous devez bien entendu personnaliser votre CV, rendez-le unique, qu'il soit un miroir de votre profil, mettez en évidence vos compétences, vos expériences, ce que vous avez pu réaliser comme projet durant votre carrière ou durant vos stages, si vous démarrez dans votre vie professionnelle. Et bien entendu, si vous insérez le lien URL pour accéder à votre profil LinkedIn, veillez à ce que celui-ci soit à jour, parce que sinon, ça ne sert à rien et ça va plutôt vous porter préjudice. Nous allons justement aborder le point de LinkedIn. Avant ça, je vais vous demander d'utiliser l'outil de chat qui est dans ce webinaire. Je souhaiterais savoir parmi vous qui possède un LinkedIn et qui a son profil qui est actif. Donc, je vous laisse une quinzaine de secondes pour me répondre. Je suis curieuse de lire cela du coup. Ok. Pour tous ceux qui ont un profil ou ceux qui n'en ont pas encore, du coup, voici nos conseils par rapport à votre profil LinkedIn. Ici, pour raison GDPR, vous avez droit à mon profil LinkedIn. Toutes mes excuses pour cela. Mais du coup, qu'est-ce qui est important dans le profil LinkedIn? Il faut savoir que la première impression va être effectivement le haut de votre profil LinkedIn, à savoir votre photo de couverture, votre nom et alors le titre de fonction que vous avez indiqué. Ici, pareil que pour le CV, prenez une photo professionnelle, évitez les photos de famille de Noël où vous avez recadré pour être sûr qu'il n'y ait que vous. Pour la photo de couverture, je vous conseille de mettre soit la photo de couverture de votre entreprise. Moi, ici, c'est ce que j'ai fait avec Jefferson Wells. D'autres personnes mettre effectivement leur domaine technique de spécialisation ou éventuellement votre centre d'intérêt. Si vous êtes une personne qui est passionnée par la construction,
vous pouvez mettre effectivement une photo de couverture en lien avec la construction. Aussi, avec votre profil LinkedIn, n'hésitez pas à mettre, si vous êtes à la recherche d'un emploi, donc on vous a entouré le bouton que vous pouvez utiliser, et une fois que vous activez ce bouton, vous pouvez préciser le type de fonction que vous recherchez, la localisation du poste, et vous avez encore d'autres annotations à faire. Il faut savoir que quand un recruteur, une personne des ressources humaines va sur LinkedIn pour rechercher un profil, parfois ces personnes-là mettent un filtre pour savoir quelles sont celles qui sont ouvertes à une nouvelle opportunité professionnelle. Et en plus, vous pouvez relister votre adresse email et votre numéro de téléphone pour être contacté encore plus rapidement. Aussi, par rapport à votre profil, s'il vous plaît, et ça beaucoup d'entre vous oublient de le faire, mettez un résumé, décrivez-vous en quelques phrases. Je n'ai pas besoin effectivement d'une page A4 pour se décrire, mais effectivement, expliquez en quelques phrases, en 4-5 phrases qui vous êtes. Bonjour, je ne sais pas moi, je suis Pierre, je suis ingénieur en construction. Ça fait 4 ans que je travaille dans les chantiers de classe 8. Dans mes centres d'intérêt, ce que j'apprécie faire, c'est qu'en fait, je suis en train de rénover une ancienne ferme pour en faire un logement, par exemple. Voilà, ce n'est qu'un exemple, mais pensez effectivement à faire ce genre de choses. Au niveau de vos expériences, comment vous devez les lister? Toujours bien indiquer votre titre de fonction, ingénieur projet, si vous avez été stagiaire. Si vous avez été stagiaire, précisez dans quel département vous étiez. Stagiaire en production, stagiaire en bureau d'études, stagiaire en qualité. Comme ça, les personnes vont savoir dans quel domaine dans quel domaine technique vous avez pu travailler. Précisez le nom de la société, la durée. Et alors, s'il vous plaît, vous avez un encadré pour décrire votre expérience professionnelle. Prenez le temps de décrire cela parce que par expérience, je vois énormément de profils LinkedIn où je ne vois qu'une liste de jobs, de fonctions avec effectivement les durées de celles-ci. Mais concrètement, dans les faits, je ne sais absolument pas ce que la personne a pu réaliser. Donc, prenez le temps de lister ceci, utilisez les mots-clés dont Xavier vous parlait tout à l'heure, ça peut vous aider. À la fin de votre profil, vous avez l'occasion également de lister vos compétences. Ça pourrait être de la gestion de projet, la gestion budgétaire, la gestion d'équipe. Et alors, n'hésitez pas à demander à vos collègues, éventuellement à votre maître de stage, à des personnes avec qui vous avez pu collaborer, de valider ces compétences parce que pour les personnes qui vont tomber sur votre profil, ils vont voir que votre compétence en gestion d'équipe a par exemple été validée par 10 personnes différentes. Ça va avoir du poids, ça va avoir de l'impact. Aussi par rapport à vos compétences linguistiques, s'il vous plaît, pensez à préciser votre niveau de maîtrise dans celle-ci. Sachez que parfois, quand nous effectuons des recherches sur LinkedIn, on effectue une recherche avec la langue qui est requise. Donc, par exemple, ça va être l'anglais est un prérequis parce que la langue de travail dans la société est la langue anglaise. On va rechercher des profils qui ont effectivement un niveau fluide et du coup, on va catégoriser. Si malheureusement, vous n'avez pas listé ça, vous risquez de passer au travers des mailles du filet et ce serait dommage pour vous. Au niveau de l'utilisation de LinkedIn, c'est que beaucoup d'entre vous l'utilisent comme un outil pour rechercher de l'emploi. C'est une très bonne chose. Donc là, on vous a mis l'encadré avec où cliquer donc la recherche sur le tab de la recherche d'emploi, préciser la fonction, préciser le champ de recherche, cliquez sur Search et alors vous allez pouvoir avoir l'option de pouvoir sauvegarder cette recherche et pouvoir recevoir des notifications par email quand il y a une nouvelle fonction qui correspond à vos critères de recherche qui arrive dans la base de données de LinkedIn. Mais n'oubliez pas que LinkedIn, c'est avant tout un réseau professionnel. Développez votre réseau, faites des demandes de connexion. N'oubliez pas toutes les personnes avec qui vous avez pu collaborer, vos anciens collègues, vos maîtres de stage, vos responsables, les sous-traitants aussi avec qui vous le collaborez et que vous échangez, certains de vos clients. Si ce sont des personnes que vous connaissez éventuellement moins bien ou que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à ajouter une note. Je prends l'exemple de je vois que Paul travaille dans la société Y, je rêve de rentrer dans la société Y. Contactez Paul, demandez-le comme ami et demandez-lui une connexion et écrivez-lui, voilà, bonjour Paul, moi je vous contacte parce que je suis très intéressée par la société et j'aurais aimé savoir comment je peux faire pour intégrer la société. Aussi, n'hésitez pas à suivre les actualités qui sont présentes sur LinkedIn parce que beaucoup d'entreprises maintenant ont des pages sur LinkedIn où elles expliquent leurs dernières réalisations, les derniers posts qui sont ouverts. Vous avez aussi des groupes techniques qui sont proposés. Donc, si par exemple vous voulez travailler dans l'automotive et vous avez tout ce qui est fuel cell notamment,
en électronique, vous allez par exemple avoir des groupes en FPGA, en PCB. Allez dans ces groupes-là, vous avez des échanges, des tips au niveau technique, mais parfois vous allez aussi voir des offres d'emploi apparaître. Et alors, bien entendu, une fois que vous avez décroché le Saint Graal, donc c'est-à-dire aller en entretien dans une entreprise, allez voir le profil des personnes que vous allez rencontrer. Vous voyez quelles sont les compétences. Comme ça, vous pouvez au préalable préparer vos questions pour vous dire, ah ben tiens, dans le descriptif de fonction, je n'ai pas vu cette compétence-là. Par contre, ici, ben, je vois que vous, c'est le cas. Pourriez-vous m'en dire plus? Ça va effectivement rendre votre profil encore plus attrayant parce que vous êtes une personne qui avait pris le temps de vous préparer à cet entretien. Et donc, ben voilà, vous avez pu rédiger votre CV de la plus belle des manières. Vous l'avez et vous souhaitez la présenter maintenant auprès d'une société. Ici, lorsque vous lancez votre recherche, la première chose à faire, c'est lisez l'offre d'emploi dans son intégralité. Ne vous contentez pas d'un titre de fonction qui en général qui est plutôt vague. Lisez bien le descriptif de fonction pour voir un petit peu quels sont les mots-clés, quelles sont les compétences à remettre en avant sur votre CV par rapport à la fonction auquel vous voulez postuler. Et dans l'éventualité où vous ne correspondrez pas à 100%, pas de panique. Dans la mesure du possible, si vous connaissez ou s'il y a moyen de prendre contact avec l'entreprise, n'ayez pas peur d'appeler pour poser des questions à la personne qui s'occupe de la fonction pour mettre en avant et de dire simplement, mais voilà, je me présente, je suis manager, je possède telle et telle compétence, mais par rapport à votre fonction, je n'ai pas telle compétence. Est-ce que c'est un point bloquant? Et là, ici, l'avantage, c'est que d'une part, le seul risque que vous pouvez avoir, c'est d'avoir quelqu'un au bout du téléphone qui va vous donner des réponses par rapport à la question, qui va vous donner des éléments supplémentaires éventuellement par rapport à la fonction, qui va vous dire, ben, oui, effectivement, c'est un point important, ce serait un point bloquant, ou bien non, ici, effectivement, on l'a mis sur la fonction, mais sur le descriptif de fonction, mais ce n'est qu'un plus. Envoyez-moi votre CV. Et donc, d'une part, votre candidature se légitime, et d'autre part, on va se souvenir de vous plus facilement, puisque vous avez fait l'effort d'appeler pour avoir des informations. Autre point, et pour revenir sur ce que disait ma collègue, c'est également effectuer des recherches sur l'entreprise pour laquelle vous allez postuler. Alors, je sais que c'est pas toujours facile parce que parfois il y a beaucoup de sociétés qui ne mettent pas le nom de la société pour laquelle elles postulent, mais à partir du moment où vous arrivez à avoir l'information ou que c'est indiqué, allez voir le site internet, allez voir un petit peu les objectifs, les réalisations de l'entreprise pour vous préparer au mieux à l'entretien éventuel. Et également, pour revenir sur les points que disait ma collègue, allez voir des profils LinkedIn de personnes qui travaillent au sein de l'entreprise pour voir un petit peu leur parcours, les compétences qu'elles ont et ce vers quoi elles ont pu évoluer par la suite des choses. Ici, également au niveau de votre candidature, lorsque vous répondez à celle-ci et lorsqu'il y a par exemple une lettre de motivation qui est demandée, mettez en avant les éléments qui sont pertinents par rapport à votre CV, par rapport à la fonction à laquelle vous postulez. Et de même, au niveau de la lettre de motivation, par rapport aux fonctions qui vous motivent extrêmement, faites l'effort d'adapter votre lettre de motivation à la fonction à laquelle vous postulez. N'envoyez pas une lettre de motivation que vous auriez pu envoyer à la boucherie du coin pour un job étudiant que par rapport à une fonction pour le job de vos rêves. C'est vraiment quelque chose de crucial et c'est vraiment quelque chose qui démarque les personnes qui font un effort de recherche et de préparation à l'entreprise d'une personne qui va envoyer son CV pour envoyer son CV par rapport à une fonction qu'elle aura vaguement lue. De plus, au niveau de l'intitulé du document, du CV, du PDF ou du Word que vous allez envoyer, faites attention aussi à l'intitulé du fonction. On évite les intitulés fantaisistes ou bien les intitulés qui indiquent clairement que c'est un CV qui n'a pas été remodifié depuis 2018 et qu'on a un beau CV qui est marqué CV version 2018, etc. Où là, on se dit, bon, la personne n'a pas vraiment touché son CV, donc faites attention. Et donc, de manière générale, on conseille d'intituler sobrement le document CV _ nom _ prénom ou bien CV.prénom.nom comme vous voulez, mais quelque chose de sobre par rapport à l'intitulé de fonction. Et enfin aussi, effectuer un suivi de votre candidature, comme le disait ma collègue Élise, pour peu que ce soit un recruteur ou une personne des ressources humaines ou un responsable technique, soit le recruteur va avoir entre 15 et 30 demandes et des dizaines, voire des centaines de CV à analyser,
le recruteur, le responsable technique ou la personne des ressources humaines, ça, ce sont des humains, somme toute, et il est possible qu'un CV passe à la trappe parce que la personne n'a pas eu l'occasion de traiter votre CV encore. Donc, n'hésitez pas à appeler l'entreprise pour prendre des renseignements, pour dire est-ce que je veux savoir si vous avez bien reçu mon CV, je l'ai envoyé à telle date, et quand est-ce que vous pensez pouvoir me donner un retour par rapport à ma candidature. Là encore, tout ce que vous risquez, c'est d'avoir une réponse à vos questions et d'avoir une vue claire au niveau du processus et de quand vous pourrez avoir un retour, et même si éventuellement votre profil peut être pris en considération ou pas par rapport à la fonction. Et donc, au niveau des étapes, donc vous avez fait votre CV, vous avez rédigé votre lettre de motivation et vous avez envoyé votre candidature, et arrive le moment où le sacro-saint appel téléphonique arrive, vous faites bonne impression et la personne veut vous voir en entretien. Et donc là, ici, on va peut-être encore ici enfoncer des portes ouvertes pour certains d'entre vous, mais la première chose ici, c'est qu'on n'a pas deux occasions de faire une première bonne impression. Et donc, lorsque vous allez en entretien, optez pour une tenue professionnelle. Et par tenue professionnelle, alors on va penser de manière générale le costume cravate, mais c'est pas forcément le costume cravate, ça va vraiment dépendre du secteur d'activité, du type d'entreprise dans lequel vous avez postulé, mais on va plutôt parler d'une tenue casual work, qui va être constituée d'un pantalon ou d'un jean. On va éviter à tout prix le jogging, le survêtement ou le bermuda. Ne rigolez pas, ça c'est déjà vu. Et au niveau de la tenue, effectivement, une chemise, un polo, quelque chose qui soit présentable pour un premier échange. Autre point important, préparez votre itinéraire. N'attendez pas une demi-heure ou une heure avant l'entretien de lancer vite fait le web pour voir ce qui se passe. Prenez le temps d'aller sur Google Maps ou sur un autre site pour voir un petit peu les itinéraires, les points bloquants qui peuvent aller. Et dans la mesure du possible, si vous en avez le temps ou l'occasion, n'ayez pas peur, 24 heures ou 48 heures avant à l'occasion, de prendre les transports en commun ou de prendre votre voiture pour vous rendre physiquement au lieu de l'entretien. Comme ça, vous verrez si d'une part l'adresse est bien indiquée dans le GPS, et ça évitera les mauvaises surprises le jour de votre départ, de vous rendre compte qu'il y a des travaux qui n'étaient pas indiqués et qui va vous mettre en retard. Autre point important, au niveau du matériel de visioconférence, ici du fait que Covid oblige, on fait de plus en plus d'entretiens par vidéo. Faites attention au cadre que vous avez lorsque votre webcam est connectée. Par exemple, ici, j'ai bien fait attention que j'ai un fond d'écran qui est relativement neutre. Pas besoin d'avoir une affiche rigolote qui va distraire l'attention de votre recruteur, ou d'avoir votre séchoir avec votre linge qui sèche derrière vous. Ne rigolez pas, ce sont des choses qui me sont déjà arrivées. Et donc, le but du jeu, c'est d'être concentré sur vous. Également, là, ici, de manière présentielle ou par visio, prenez de quoi écrire. Il n'y a rien de plus frustrant pour un recruteur, pour un responsable technique, de donner un maximum d'informations par rapport à l'entreprise, par rapport à la fonction, et de voir que la personne ne prend aucune note. Alors, vous avez peut-être une excellente mémoire, mais la personne en face de vous n'est pas censée savoir, et l'image que vous dégagez, c'est que vous avez un intérêt moyen par rapport à la fonction. Donc, prenez le temps d'écrire, de prendre des notes, d'autant plus que les notes que vous allez prendre, ce sont autant d'éléments que vous allez pouvoir ressortir en fin d'entretien lorsque vous êtes amené à poser des questions et à rebondir sur les éléments, et ainsi rentrer dans une logique de discussion plutôt que d'interrogatoire lors d'un entretien, et vous allez pouvoir rebondir sur des éléments qui vous sont donnés et ainsi paraître plus proactif, plus intéressé et plus impliqué dans le processus de l'entretien. Aussi, autre point important, entraînez-vous à raconter votre parcours professionnel, et aussi également dans une autre langue, si vous savez que une autre langue est importante pour la fonction. Et ici, pas de secret. Mettez-vous devant une glace et répétez votre discours, ce que vous aimeriez dire par rapport à votre parcours professionnel, par rapport à votre évolution, jusqu'à un moment où ça devient une deuxième peau et non pas un discours mécanique. Enfin, pour revenir également là encore par rapport à des éléments qui ont pu être donnés par ma collègue, consultez les profils LinkedIn lorsque vous avez l'occasion de savoir les personnes qui vont vous recevoir, ou par rapport à des personnes qui occupent une fonction similaire à la fonction à laquelle vous avez postulé. Et dernier point, d'autant plus ici, on est sur une dominante, sur un webinaire qui est destiné à des personnes plus tournées vers le domaine technique.
préparez-vous également à être testé sur vos connaissances techniques. Il n'y a rien de plus simple alors peut-être pas pour un recruteur pour une personne ou une personne des ressources humaines, mais il n'y a rien de plus simple pour un responsable technique de vous sortir un vieux plan sur lequel il y a des problèmes ou il y a des erreurs et vous demander, bah tiens, ici, à quoi correspond cette boucle au niveau de la partie INI ou au niveau ici, la partie gaine de ventilation, au niveau, par exemple, HVAC avec les chemins de ventilation, etc., de me dire bah, quels sont les problèmes que vous pouvez constater sur un tel type de plan. Donc voilà, prenez bien le temps aussi d'être soyez préparé à être testé techniquement. Enfin, au niveau de l'entretien, prenez le temps de respirer. Je sais que l'entretien est souvent quelque chose de stressant pour bon nombre de personnes, même pour des personnes pour qui elles peuvent paraître détendues lors de l'entretien, ça reste quelque chose de stressant. Et ne sortez pas votre discours en 30 secondes pour être débarrassé. Merci bien, au revoir. Prenez aussi le temps de la réflexion. Lorsqu'on vous pose une question technique qui demande réflexion, n'ayez pas peur de prendre le temps de réfléchir, de dire que vous prenez le temps de la réflexion avant de donner une réponse, d'autant plus si vous répondez du tac au tac pour donner une réponse erronée. Autre point important, répondez directement aux questions posées. Alors, ça peut paraître antinomique par rapport au point juste après, mais lorsqu'on vous pose une question pour laquelle on attend une réponse immédiate, ne tournez pas autour du pot, répondez à la question qui vous est communiquée. N'abordez pas la partie CDE de votre CV si la question pose sur la partie A ou sur la partie B de votre expérience ou de vos connaissances. Enfin, soyez vous-même et honnête dans votre réponse. Pas la peine, comme l'a dit ma collègue, de surjouer vos connaissances ou vos compétences. Un recruteur ou un responsable technique le sentira directement et s'il est un petit peu sadique, s'amusera à vous acculer dans vos exagérations. Enfin, pour revenir sur ce que je disais un peu plus tôt, prenez note des informations qui vous sont communiquées, posez des questions, c'est la chose très importante, posez des questions et si possible, par rapport à des questions, si vous avez bien fait votre travail, que vous avez voir le site internet de l'entreprise chez qui vous allez en entretien, ne posez pas forcément des questions sur des éléments que vous pouvez trouver sur le site internet ou alors posez une question en rebondissant sur un élément du site internet. Par exemple, là, j'ai vu que vous avez décroché un nouveau projet. Qu'est-ce que cela va impliquer en termes de charge de travail pour vous? Et ce type de choses. Voilà, soyez professionnel au niveau de vos questions. Et en fin d'entretien, prenez quelques secondes pour remercier votre interlocuteur du temps qu'il vous a consacré et profitez de la clôture de cet entretien pour poser des questions au niveau du process de sélection, savoir quand est-ce que vous pouvez espérer avoir un retour de la part de la société et que si vous n'avez pas, et convenu d'un moment, que si vous n'avez pas aussi de réponse à telle date, à partir de quel moment vous pouvez rappeler pour avoir un retour sur votre candidature. Et là, je vais repasser la main à ma collègue Élise. Voilà. Et alors, juste ici, dernier détail, je me permets de revenir dessus. N'oubliez pas, ici, nous sommes en période Covid, donc il y a beaucoup d'entretiens qui se font de façon virtuelle. Xavier vous en a parlé, hein, mais attention à votre arrière-plan. Idéalement, prenez un mur d'une couleur neutre, d'un ton neutre comme arrière-plan. Regardez bien votre interlocuteur. Si jamais vous faites votre entretien via votre smartphone, parce que malheureusement, votre ordi vous claque sous la main au mauvais moment, parce que c'est toujours à ce moment-là que ça arrive, pensez à stabiliser votre iPhone parce que sinon la personne qui va vous interroger va vous voir sous différents angles de façon floue et ce ne sera pas agréable pour elle. Et alors surtout, si vous êtes sur votre ordinateur, et ça c'est comme en présentiel, éteignez votre téléphone parce qu'on remarque de plus en plus durant les entretiens en visio que les personnes oublient d'éteindre leur téléphone et donc parfois il y a quelques sonneries qui arrivent en plein milieu d'un entretien. Évitez ce genre de choses parce que du coup ça vous met mal à l'aise et ça vous donne du coup beaucoup plus de stress pour reprendre l'entretien. Ici maintenant, juste un point, ma collègue parlait d'un iPhone, ça peut être aussi n'importe quel type de téléphone. Oui, excusez-moi, c'est un smartphone. Je ne fais pas de placement de produit durant ce webinaire, je vous le promets. Alors ici, du coup, vous avez terminé les entretiens d'embauche, je dis bien les, hein, parce que dans plusieurs sociétés, il y a différentes étapes, parfois de recrutement, ça peut aller d'un entretien jusqu'à 5-6 entretiens. Et vous allez avoir une proposition de contrat de travail, qui est le Saint Graal, hein, ce que vous recherchez par-dessus tout. Ici, avec mes collègues, nous avons décidé de lister tous les a priori que vous pouvez avoir sur les différents contrats
On vous a listé cela pour l'intérim, le CDD et aussi tout ce qui concerne le statut de consultance, parce que le CDI, on a très très peu d'a priori là-dessus. Ce qu'on entend souvent, par exemple, en intérim, c'est il n'y a aucune stabilité d'emploi. Voilà, il n'y a rien qui est garanti. Sachez que les contrats intérimaires sont soit journaliers, soit hebdomadaires. Le CDD, tiens, voilà, c'est très difficile de sortir du contrat. Si j'aime pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Il faut savoir qu'un contrat CDD peut être arrêté lors de la première moitié de la durée de celui-ci avec prestation de préavis. Si vous le faites lors de la seconde partie, malheureusement, vous devrez payer des indemnités à votre employeur. Donc, je vous déconseille fortement cette partie-là. Par contre, le CDD et l'intérim ont des avantages indéniables, à savoir que vous allez pouvoir développer vos compétences professionnelles, vous allez développer votre réseau professionnel parce que vous allez être mis en contact avec des gens de l'entreprise où vous allez effectuer votre travail. Vous aurez aussi une vue sur les jobs qui vont s'ouvrir, où vous allez entendre les bruits de couloir internes. Tiens, je pense que d'ici 2-3 semaines, il y aura ce poste-là qui sera ouvert. Positionne-toi, profitez-en. Vous êtes là, vous êtes en interne. Soyez attentifs à ce qui se passe. L'avantage de l'intérim, c'est qu'effectivement, vous avez une très courte période de préavis. Et donc, si vous devez vous rendre disponible pour commencer votre prochain CDI, cela peut se faire très rapidement. Et par rapport à un CDD, il faut savoir que c'est une garantie d'emploi pendant une durée qui est précise, à savoir que un CDD pourrait être éventuellement un CDD de 6 mois ou 1 an. Et donc, vous savez à l'avance, tiens, 2 mois avant, je vais me remettre à la recherche d'une nouvelle fonction. Mais pendant ce temps-là, moi, je sais que j'ai un emploi qui est garanti. Et alors, surtout avec l'intérim et le CDD, vous allez pouvoir lister cette expérience professionnelle sur votre CV et ne pas avoir un trou peut-être de 6 mois, 1 an sur votre CV où il faut savoir que parfois, ça peut faire peur au niveau des entreprises et au niveau des recruteurs de se dire, tiens, cette personne n'a plus d'expérience professionnelle depuis 2 ans. Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui se passe? Éviter ce genre de situation. Pour la consultance, idem, on entend beaucoup de questions par rapport à ce statut. Tiens, oui, mais moi, être consultant ou être consultante, ça m'intéresse pas parce que j'ai pas envie d'être indépendante. La consultance n'est pas nécessairement synonyme de vous mettre sous statut indépendant. Soit vous êtes engagé sous contrat CDI dans une agence, une société de consultance, soit effectivement vous devenez votre propre patron et vous optez pour le statut indépendant ou freelance, qui est le jargon utilisé dans notre profession. Parfois, certaines personnes vont aussi nous dire, oui, mais quand on est consultant, on n'évolue pas réellement. Mais si vous allez évoluer parce que au travers de différentes missions, vous allez acquérir justement de l'expérience, vous allez développer vos compétences et du coup, quand cette mission s'arrêtera, potentiellement, vous allez pouvoir être positionné sur d'autres missions qui demandent beaucoup plus de responsabilités ou éventuellement de la gestion de projets ou voire effectivement de la gestion d'équipe. Un des traits communs aussi qu'on entend beaucoup au niveau de la consultance, c'est qu'est-ce qui se passe quand ma mission s'achève? Qu'est-ce qu'il advient? Alors, il faut savoir que si vous êtes votre propre patron, vous allez rechercher par vous-même votre prochaine mission. Si vous êtes lié à une agence de consultance, vous allez rentrer en étroite collaboration avec votre agence de consultance afin justement de vous retrouver une nouvelle fonction et pouvoir effectivement réduire au maximum le délai d'attente. En termes d'avantages pour la consultance, pareil que pour les précédents, vous allez acquérir de nouvelles compétences. Vous allez découvrir éventuellement un nouveau secteur, de nouveaux produits, parce que vous allez avoir des missions variées dans différentes entreprises. Vous allez continuer à développer votre réseau professionnel. Souvent, les missions en consultance sont des missions de longue durée, ou alors, en tout cas, vous savez à l'avance, avant de commencer la mission, de combien de temps la mission est fixée et si potentiellement elle peut être prolongée. Et alors, si vous êtes passé via une agence de consultance, vous allez avoir un accompagnement personnalisé. Tout ce qui est coaching, préparation à vos entretiens d'embauche, il y aura des évaluations 6 mois après votre entrée en mission et des évaluations annuelles. Vous aurez accès à différentes formations à ce niveau-là. Ici, on va arriver à la partie questions-réponses. Avant ça, je tenais à vous préciser que, bien entendu, pour toutes les personnes inscrites à ce webinaire, vous allez recevoir le PowerPoint ainsi que l'enregistrement si vous souhaitez revisionner le webinaire. Et alors,
quand on vous enverra ces emails, n'hésitez pas à nous répondre par rapport à si vous souhaitez un coaching personnalisé, si vous souhaitez qu'on relise votre CV, ou si vous avez justement un feedback à nous donner sur ce webinaire en nous disant « Tiens, vous avez oublié d'aborder cette partie-là. Moi, c'était justement cette partie-là qui m'intéressait. » N'hésitez pas à le faire. Vous pouvez bien entendu nous suivre sur LinkedIn via Jefferson Wells Belgium. Allez sur notre site internet ou vous connecter avec nous sur LinkedIn. Ici, je vais regarder au niveau du chat parce que j'ai vu que beaucoup d'entre vous avaient répondu que vous aviez effectivement des profils LinkedIn qui n'étaient pas toujours actifs. N'hésitez pas du coup à poser toutes vos questions ou si vous voulez revenir sur certains points en particulier, comme ça on a l'occasion d'en discuter. Alors, pour les plus timides d'entre vous, sachez que le chat est en mode privé, donc il n'y a que nous qui voyons les questions que vous allez poser. Ou si ça se trouve, on a été très très clair et il n'y a pas de questions. Il faut laisser un peu plus de temps. Taper une question par écrit, ça prend un peu plus de temps quand même. Je sais. Ah de rien, Eric, avec plaisir. Avec plaisir. Je vois qu'on reçoit un merci. Alors, on a reçu une question. Comment, en tant que candidat, je peux me différencier d'un autre? Xavier, tu veux répondre à celle-ci? Ici, comme je vous dis, tout dépend aussi déjà à quel stade vous vous situez. Le premier stade, comme expliqué, ça va vraiment être au niveau du CV, qui n'est pas, comme je dis, qui n'est pas forcément un document aussi facile à rédiger. Et il ne faut pas croire que l'inspiration va vous venir du premier coup. Donc la première étape déjà, c'est de structurer le CV de manière la plus optimale possible en reprenant les éléments qu'on a pu vous indiquer, que ce soit en termes de présentation, donc en fonction de votre ancienneté dans votre carrière professionnelle, soit d'opter pour la présentation anti-chronologique ou de présenter via un CV de manière plus fonctionnelle, et surtout d'être capable d'être synthétique au niveau des compétences que vous avez pu acquérir, de bien mettre en avant des mots-clés, et au niveau de votre CV, et aussi et surtout d'avoir une structure qui soit claire et aérée. Ça ne sert à rien de coller votre CV, de tasser au maximum votre CV. Il faut que lorsque vous regardiez votre CV, que ce soit quelque chose qui soit plaisant à lire et agréable. Et déjà, rien que ça, donc le fait que vous ayez mis une bonne structure, les mots-clés et une bonne présentation, que ce soit anti-chronologique ou bien au niveau fonctionnel, ça devrait déjà vous sortir du lot de pas mal de CV que nous pouvons recevoir. Alors, merci Xavier, du coup, pour cette réponse. On a une autre question par rapport sur les conseils pour les entretiens qui peuvent se passer dans une autre langue. Alors, au niveau de nos conseils astuces, comme vous disiez Xavier, préparez-vous à raconter votre parcours. Si par exemple, vous savez que pour la fonction pour laquelle vous postulez, c'est primordial d'avoir une très bonne maîtrise du français et de l'anglais, exercez-vous, préparez votre parcours en anglais, mettez-vous devant un miroir et récitez votre parcours en anglais afin que lorsque vous êtes en entretien, ça sorte de façon la plus fluide possible. Il faut aussi savoir que souvent, les recruteurs, les managers techniques peuvent aussi, en plein entretien, changer de langue pour justement voir comment vous vous adaptez au changement, si vous avez compris les questions. Donc, pensez à effectivement avoir tout votre parcours en tête et à pouvoir aussi répondre à des questions de tiens, quelles sont vos attentes professionnelles? Qu'est-ce que vous avez fait lors de vos dernières vacances? Pourriez-vous m'expliquer un exemple où vous avez fait preuve d'esprit d'équipe? Tout cela peut se préparer dans l'autre langue pour être le plus en confiance possible au moment où ça arrive. Ensuite, nous avons une question. Je rajouterais juste quelque chose aussi. Soyez également prêts à discuter de sujets qui vous sont personnels, comme votre. J'en reviens par exemple au centre d'intérêt. Je connais des recruteurs qui sont un peu plus piégeux pour tester le niveau de langue parce que
Ils savent qu'en général, les personnes vont se préparer à présenter leur parcours dans une langue étrangère qui est demandée. Mais ce qui parfois les personnes sont moins préparées, c'est de parler de leur passion, de leur centre d'intérêt. Donc éventuellement, soyez prêts également à discuter de vos centres d'intérêt, de vous préparer à répondre à cela dans la langue qui est susceptible d'être demandée pour la fonction. Je vois qu'on a beaucoup de questions, hein, donc on va essayer d'y répondre un maximum avant que le webinaire se clôture. On a eu une autre question par rapport à que répondre à la question quelles sont vos attentes salariales, Xavier? Là ici, en général, cette question-là est découpée en deux. En général, la société ou la personne va vous demander quel est votre salaire actuellement et quelles sont vos attentes salariales. Donc là ici, le plus simple et en toute transparence, répondez naturellement. N'ayez pas honte de votre salaire, n'ayez pas honte par rapport à vos attentes salariales, que en général, ce qu'il faut savoir dans l'environnement professionnel lorsqu'on change d'un emploi, qu'on passe d'une société à une autre, ce qui est communément admis, c'est une augmentation maximale à peu près de plus ou moins 10% par rapport à l'ancien salaire. Donc je dis bien c'est une augmentation maximale, c'est une moyenne, donc ça peut être moins, ça peut être plus, ça dépend par rapport à ça. Mais c'est sûr que ne serait-ce que pour un futur employeur, de savoir si la proposition qu'il va vous faire est une proposition qui est suffisamment intéressante, il va avoir besoin de connaître votre ancien salaire pour voir un petit peu si la proposition qu'il peut vous faire est une proposition qui sera intéressante et acceptable pour vous. Donc là ici, en toute transparence, soyez honnête par rapport à ça et ne commencez pas à cacher ou à tourner autour du pot par rapport à ça. Et alors aussi, surtout, gardez cette même ligne de conduite. Ne dites pas, ah ben tiens, j'attends 3500, et au moment où vous recevez votre contrat, dire, ah ben non, c'est pas suffisant, j'en attendais 4000, parce que là, du coup, la société ne va pas comprendre ce qui se passe. Donc, gardez cette ligne de conduite. Nous avons ensuite une question sur, est-ce que c'est intéressant d'investir dans une webcam et un micro de qualité? Est-ce que c'est un plus ou pas forcément? Moi, ici, je vous dirais, si quand vous ouvrez votre ordinateur, vous allez faire un test au niveau de votre caméra, ça rend de façon qualitative, pas besoin d'investir dans le micro ou la webcam de dernière génération qui a aussi un prix conséquent. Le but, c'est de toujours avoir du matériel qui permet une connexion et une discussion la plus fluide possible. C'est sûr que si vous savez que vous avez des problèmes avec le micro de votre ordinateur ou de votre téléphone, ce qui est quand même fort dommage au niveau du téléphone, bien entendu, prenez des oreillettes, prévoyez effectivement d'acheter un micro pour être sûr que la personne puisse vous entendre le mieux possible durant l'entretien et ne pas avoir des coupures constantes parce que la personne ne fait que répéter ce qu'elle vous a demandé. Et là aussi, au niveau du matériel, ce n'est pas un investissement qui est excessivement coûteux par rapport à ça, sauf si votre souhait c'est de devenir streamer professionnel sur Twitch, où là il faudra un matériel plus important. Mais pour un échange vidéo lors d'un entretien, la plupart des caméras et des micros que vous allez retrouver à des prix abordables, normalement, devraient faire l'affaire. Alors, je reprends au niveau de la liste de questions, parce que vous en avez énormément, donc on essaie vraiment de répondre au maximum. Si pas, on vous répondra en message privé. Bonjour, je n'ai plus grand-chose à apprendre, mais plutôt à donner. Comment mettre cela en valeur? Comme vous venez de le dire, en fait, du coup, précisez ce que vous pouvez apporter à la société. Si vous avez énormément de compétences en gestion de projet, avec notamment tout ce qui est gestion des budgets, gestion des équipes, gestion des délais, gestion des KPI sur le projet, mettez-le en avant sur votre CV, dans votre lettre de motivation. Précisez tout ce que vous pouvez apporter et que justement, vous, dans vos attentes professionnelles, ce que vous attendez, c'est de partager vos savoirs et vos compétences et éventuellement, au besoin, de former certains de vos collègues, parce que c'est toujours très intéressant d'avoir justement un bagage de compétences à apporter à une société. Après, je vois, il y a une autre question, c'est est-ce qu'un diplôme d'ingénieur français est valable en Belgique? Je vais vous répondre en toute connaissance de cause, parce que c'est ma situation, oui. Xavier, comme vous avez pu l'entendre, Xavier est français et comme il vous a dit en début de webinaire, il est lui-même ingénieur.
Alors ensuite, est-ce qu'un CV doit tenir en une page? Comment faire dans le cas où nous avons plusieurs années d'expérience? Idéalement, effectivement, c'est d'avoir votre CV qui tient en une page à 4, voire éventuellement 2 pages. Mais comme nous vous l'avons dit, créer un CV de fonctionnel, un CV de compétences. Et alors, vous pourrez toujours préciser dans votre CV si vous souhaitez plus de détails sur les expériences et vous renvoyer via un lien URL sur votre profil LinkedIn où là, vous allez pouvoir effectivement détailler en fait plus longuement les vos différentes expériences, parce que faut savoir que comme je vous ai dit, le recruteur, la personne des ressources humaines ou le manager technique, ils vont avoir plusieurs CV et s'ils doivent tourner 36 000 pages pour arriver à la dernière expérience, malheureusement vous risquez de perdre leur attention. Donc essayez de condenser un maximum. Et comme je le précisais au cours de ce webinaire, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le CV n'est pas là pour décrocher un emploi. Il est là pour décrocher vraiment ce coup de téléphone du recruteur ou de la responsable des ressources humaines. Et c'est à ce moment-là, c'est au travers des questions qui vont être posées que vous allez pouvoir aborder les éléments que vous n'avez pas mis et que tout le jeu justement de la rédaction du CV, c'est ce qui en fait justement le côté compliqué de rédiger un bon CV, c'est que justement c'est de condenser le parcours professionnel de manière le plus efficace pour mettre en avant les éléments pertinents. Et ce qui fait qu'effectivement, de manière générale, un CV c'est aussi quelque chose qui vit, qu'il faut modifier en fonction parfois de la fonction à laquelle vous allez postuler pour adapter certains mots-clés par rapport aux mots-clés que vous allez retrouver dans un descriptif de fonction. Alors ensuite, est-ce que le recruteur fait un filtre CV selon le pays de résidence? Au niveau des candidatures qui sont reçues, il n'y a pas un filtre. La personne va effectivement juger votre profil par rapport aux compétences qui sont indiquées, votre CV, et par rapport au descriptif de fonction. Soit vous allez recevoir un mail où malheureusement votre candidature n'est pas reçue parce qu'elle ne répond pas aux critères de compétences qui sont requises pour le poste, soit effectivement vous allez être contacté par la personne et comme Xavier vous le disait tout à l'heure, si jamais vous n'avez pas de retour, pensez à réactiver les choses et n'oubliez pas aussi que dans la loi belge, il y a un critère de non-discrimination à l'embauche. Donc effectivement, on ne peut pas se baser sur la localisation d'une personne pour se dire tiens, cette personne ne correspondra pas. On juge les profils reçus via les compétences qui sont listées sur les CV. Alors, ensuite, je vois que ça continue au niveau des questions. Bonjour, pouvons-nous appuyer sur une éventuelle formation donnée par l'entreprise convoitée pour pouvoir accrocher un poste pour lequel nous n'aurions pas le profil complet? Alors, je vais juste reprendre pour bien comprendre la question. D'accord, c'est-à-dire que vous avez reçu une formation de l'entreprise. Oui, non, ici, effectivement, je ne vois pas de raison de ne pas rappeler dans une candidature que vous avez suivi une formation de la part de l'entreprise dans laquelle vous postulez. Alors, ça ne veut pas forcément dire que ça va vous ouvrir grand les portes, mais je ne vois pas de contre-indication de rappeler à la personne que vous avez suivi les cours donnés par cette société, ce qui a l'avantage au moins de connaître un petit peu ce que propose l'entreprise et la manière dont elle fonctionne au niveau du cours qui a été donné. Ensuite, nous avons une question sur comment poser ses limites face aux questions de la vie privée. C'est vrai que du coup, j'ai très peu de contexte par rapport à votre question, donc je ne vais peut-être pas y répondre de la manière la plus adéquate. Donc n'hésitez pas à, comme je vous disais, m'envoyer un email ou une demande de connexion sur LinkedIn afin que je puisse rentrer plus en détail par rapport à votre situation concrète. Au niveau de la vie privée, c'est vrai que c'est possible si par exemple vous postulez sur un emploi où il y a 30 à 40% de déplacements qui sont à prévoir, que la personne qui vous interroge vous demande si effectivement, en termes effectivement d'équilibre vie privée, vie professionnelle, ça arrange et ça a été discuté parce que pour un emploi où vous allez être fréquemment parti, c'est important de voir si la personne a réfléchi, a discuté effectivement avec son conjoint, sa conjointe, ou c'est pouvoir se libérer. C'est quelque chose qui est très important. Mais c'est vrai que, comme je vous disais, je n'ai pas le contexte au niveau de votre question. Donc, peut-être que je n'y réponds pas totalement, mais n'hésitez pas du coup à m'écrire par la suite pour
pour qu'on détaille cela ensemble. Je regarde s'il y a encore d'autres questions. Xavier, est-ce que tu en vois? Comment réellement mettre 30 ans de carrière sur un CV sans avoir l'air pompeux ou sans oublier quelque chose de crucial? Bonne question. Non, mais là ici, fondamentalement, ce qu'il faut garder en tête, je reviens un petit peu par rapport à une réponse que j'ai pu donner précédemment, c'est que, et là ici, je vais peut-être reparler sur mon expérience, j'ai déjà reçu un CV qui faisait 20 pages, mais littéralement 20 pages. Je peux vous garantir qu'un CV de 20 pages, on ne le lit pas. C'est parce que lire 20 pages de CV pour trouver les informations qui sont pertinentes, on n'a pas le temps. Matériellement, on ne peut pas passer autant de temps à lire sur un CV. Donc, c'est vrai que lorsqu'on a 30 ans d'expérience, ça peut paraître très frustrant lorsqu'on va écrire un CV et avoir le sentiment de passer à côté des choses. Mais c'est pour ça que, en l'occurrence, pour quelqu'un qui a 30 ans d'expérience, là ici, à mon avis, le CV le plus judicieux de le mettre, c'est de le structurer suivant un CV fonctionnel, parce que je ne pense pas qu'en 30 ans d'expérience, vous avez occupé 30 fonctions différentes à proprement parler. Et donc, justement, c'est par rapport à ça, c'est de résumer, suivant le contexte fonctionnel, les responsabilités que vous avez pu avoir et en quelques mots-clés, les domaines d'activité peut-être plus techniques auxquels vous avez été rattaché pour limiter un CV dans un minimum d'espace. Et là, ici, avec 30 ans d'expérience, si votre CV fait 2 pages, limite 3, on ne va pas vous en vouloir, mais essayez vraiment au maximum que tout ça ne dépasse pas les 2 pages idéalement. Ici, je pense qu'on a fait le tour de vos questions. On vous remercie en tout cas à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est enregistré. On vous enverra le lien pour revisionner le webinaire, les slides aussi PowerPoint qui ont été utilisés. Et si jamais vous souhaitez plus de détails, un accompagnement, un feedback sur votre CV ou que vous avez toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook. Nous avons aussi notre site d'entreprise. Un tout grand merci. Passez une très belle soirée et nous espérons à la prochaine, du coup. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée.